Et pour mettre les choses exactement au point, je profite de ce passage pour vous faire une remarque que je crois assez souvent omise ou négligée, qui est celle-ci. Ce n'est qu'une remarque incidente à la mode des remarques de Freud en cette matière. C'est à savoir que la sécurité de la jouissance des riches, à l'époque propre où nous vivons, se trouve, réfléchissez-y bien, très argumentée par ce que j'appellerais la légalisation universelle du travail. C'est bien vous représenter ce que furent, dans les époques passées, ce qu'on a appelé les guerres sociales. Essayez d'en retrouver ce qui existe, ce qui en reporte à nos époques l'équivalent, assurément à nos frontières, mais plus à l'intérieur de nos sociétés. Un point sur la valeur de témoignage de réalité de l'œuvre de Sade. Allons-nous interroger sa valeur de sublimation? Si nous prenons la sublimation dans sa forme la plus épanouie, je dirais même la plus truculente, la plus cynique, sous laquelle Freud s'est amusé à nous la proposer, à savoir la transformation de la tendance sexuelle en une œuvre où chacun, reconnaissant ses propres rêves et impulsions, récompensera l'artiste de lui donner cette satisfaction en lui donnant une vie large et heureuse, en lui donnant par conséquent effectivement accès à la satisfaction de la tendance intéressée au départ. Si nous prenons l'œuvre de Sade sous cet angle, c'est plutôt raté. C'est plutôt raté parce qu'à vrai dire, vous savez ou vous ne savez pas, le temps de sa vie que le pauvre Sade a passé soit en prison, soit reclus dans des maisons spéciales, et qu'on ne peut pas dire que le succès de son œuvre, qui pourtant, dès son vivant, au moins pour l'œuvre dite La Nouvelle Justine, suivie de l'histoire de Juliette, fut un grand succès, mais assurément succès souterrain, succès de ténèbres, succès réprouvé. Là-dessus, nous n'insisterons pas. Nous y faisons allusion, tout simplement, pour promener notre lanterne sur les faces qui méritent d'abord d'être éclairées. Et maintenant, venons-en alors à voir, puisqu'elle n'est pas, somme toute, épuisée par ces deux faces où nous venons d'essayer de la repérer, où se situe l'œuvre de Sade. Œuvre indépassable, a-t-on dit, dans le sens d'une sorte d'absolu de l'insupportable, de ce qui peut être exprimé par des mots concernant la transgression de toutes les limites humaines. On peut admettre que dans aucune littérature d'aucun temps, il y eut un ouvrage aussi scandaleux, que nul autre n'a blessé plus profondément les sentiments et les pensées des hommes. Aujourd'hui, que les récits de Miller nous font trembler, qui oserait rivaliser de licence avec Sade? Oui, on peut prétendre que nous tenons là l'œuvre la plus scandaleuse qui fût jamais écrite, et Maurice Blanchot, que je vous cite, continue: n'est-ce pas un motif de nous en préoccuper? C'est précisément ce que nous faisons. Je vous incite à lire ce livre où sont recueillis, en même temps, 2 articles de Maurice Blanchot sur Lautréamont et sur Sade, et qui me paraît, de toute façon, si vous êtes capable de faire l'effort de le lire, un des éléments indispensables à verser à notre dossier, à côté du sens du discours que j'essaie de vous dire. Quoi qu'il en soit, que ce soit moi qui vous le résume dans les termes que je vous ai dit, ou Blanchot lui-même qui l'articule, parler ainsi, c'est assurément beaucoup dire. En fait, il semble qu'il n'y ait pas d'atrocité concevable qui ne puisse être trouvée dans ce catalogue, où semblait puiser une sorte de défi à la sensibilité, dont l'effet est à proprement parler stupéfiant. Si le mot stupéfiant veut dire qu'en quelque sorte on abandonne la ligne du sens à l'auteur, qu'on perd les pédales autrement dit, et qu'à ce point de vue on peut même dire que l'effet dont il s'agit est obtenu sans art, c'est-à-dire sans considération de l'économie des moyens, par une sorte d'accumulation des détails,
des péripéties auxquelles s'ajoute apparemment un truffage de dissertations, de justifications, dont assurément les contradictions nous intéressent beaucoup car nous les suivrons dans le détail, et dont, pour l'instant, je veux seulement faire remarquer que seuls les esprits grossiers peuvent considérer ce qui leur arrive, que ces dissertations sont là pour faire en quelque sorte passer des complaisances érotiques. Même des gens beaucoup plus fins que des esprits grossiers en sont venus à attribuer à ces dissertations, dénommées digressions, la baisse, si l'on peut dire, de la tension suggestive sur le plan où pourtant les esprits fins en question, il s'agit là très précisément de Georges Bataille, sur le plan où ils considèrent l'œuvre comme nous donnons proprement l'accès à cette sorte d'assomption de l'être en tant que dérèglement, où ils voient la valeur de l'œuvre de Sade. Attribuer cette espèce d'intérêt à ces dissertations et digressions est pourtant une erreur. L'ennui dont il s'agit est quelque chose d'autre. Il n'est que la réponse de l'être précisément, que ce soit du lecteur ou de l'auteur, peu importe, à l'approche d'un centre d'incandescence ou, si je puis dire, de zéro absolu en tant qu'il est psychiquement irrespirable. Sans doute que le livre tombe des mains prouve qu'il est mauvais. Mais ici, le mauvais littéraire est peut-être le garant de cette mauvaiseté à proprement parler, pour employer un terme qui était encore en usage au XVIIe siècle, qui est l'objet même de notre recherche. Dès lors, Sade se présente dans l'ordre de ce que j'appellerais la littérature expérimentale, à savoir l'œuvre d'art en tant qu'elle est elle-même expérience, et une expérience qui n'est pas n'importe laquelle, une expérience, dirais-je, qui arrache le sujet comme tel et, par son procès, à ce que je pourrais appeler ses amarres psychosociales, et pour ne pas rester dans le vague, je veux dire à toute appréciation psychosociale de la sublimation dont il s'agit. Il n'y a pas de meilleur exemple d'une telle œuvre que celle dont j'espère qu'au moins certains d'entre vous ont eu la pratique. Je dis la pratique dans les mêmes sens où on peut dire « avez-vous ou non la pratique de l'opium ?» à savoir les chants de Maldoror de Lautréamont. Je n'en parle ici que pour autant que c'est à très juste titre que Maurice Blanchot conjugue les deux perspectives qu'il nous donne sur l'un et l'autre auteur. Mais dans Sade, la référence est conservée au social, et il a la prétention de valoriser socialement son extravagant système. D'où cette sorte d'aveux étonnant qui font effet d'incohérence et qui, littéralement, je vous le montrerai, aboutissent à une sorte de contradiction multiple qu'on aurait pourtant tort de mettre ici purement et simplement à l'actif de l'absurde. C'est une catégorie un petit peu commode, l'absurde, depuis quelque temps. Tellement commode que lui vient, comme vous savez, les morts sont respectables, mais tout de même nous ne pouvons pas ne pas noter la complaisance qu'a apporté à je ne sais quel balbutiement sur ce thème le prix Nobel, cette merveilleuse récompense universelle de cette knaverie, dont sans aucun doute l'histoire prouvera le palmarès de ce qui peut bien être dit de stigmate d'une certaine abjection dans notre culture. Ce que Sade nous montre, c'est de la façon la plus articulée deux termes que j'isolerai en terminant aujourd'hui comme une annonce de ce qui fera la suite de notre projet. C'est ceci, c'est que quand on avance dans une certaine direction, qui est celle de ce vide central, en tant que c'est jusqu'à présent sous cette forme que se présente à nous l'accès à la jouissance, le corps du prochain se morcelle. Et que, ici, c'est à son insu que, doctrinant la loi de la jouissance comme pouvant fonder je ne sais quel système de société, idéalement utopique, il s'exprime ainsi en italique, dans son texte, page 77 de l'édition de Juliette en 10 petits volumes,
qui a été refaite récemment de façon, ma foi, fort propre chez Pauvert, et qui est, je crois, encore maintenant un livre qui ne s'écoule que sous le manteau. Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut me satisfaire un instant, et jouissez, si cela vous plaît, de celle du mien qui peut vous être agréable. L'énoncé de cette loi fondamentale par laquelle s'exprime un moment du système de Sade en tant qu'il se prétend socialement recevable est quelque chose qui est intéressant à relever, pour autant que nous y voyions, je ne dis pas la première manifestation dans le véhicule humain, mais dans l'articulé, dans la parole, de ce quelque chose à quoi nous nous sommes, comme psychanalystes, arrêtés sous le nom d'objet partiel. Mais quand nous articulons ainsi la notion d'objet partiel, nous impliquons par là que cet objet ne demande qu'à entrer, si l'on peut dire, dans l'objet valorisé, l'objet de notre amour et de notre tendresse. L'objet entend, pour tout dire, qu'il concilie en lui toutes les vertus du prétendu stade génital. Je crois qu'il convient de s'arrêter un peu autrement au problème et de s'apercevoir que cet objet est nécessairement à l'état, si je puis dire, d'indépendance dans ce champ que nous tenons comme par convention, comme central, et que l'objet total, le prochain comme tel, vient s'y profiler, séparé de nous, se dressant, si je puis dire, pour évoquer l'image du Carpaccio de San Giorgio degli Schiavone à Venise, au milieu d'une figure de charnier. Je reprendrai la nécessité impliquée par ces termes pour vous indiquer l'autre figure que, déjà, dès le premier abord, Sade nous enseigne. C'est à savoir le fantasme de ce qui apparaît, de ce que j'appellerais le caractère indestructible de l'autre, pour autant qu'il surgit dans la figure de sa victime. Observez, qu'il s'agisse de Justine, qu'il s'agisse aussi d'une certaine postérité assurément, elle, dépassable, de l'œuvre de Sade. Je veux dire de sa postérité à proprement parler érotique, voire pornographique, celle qui a donné une de ses fleurs, il faut le reconnaître dans la récente, et je pense par une partie importante de mon auditoire, connue. Histoire d'eau. Cette victime survit à tous les mauvais traitements, elle ne se dégrade même pas dans son caractère d'attrait, et d'attrait voluptueux, sur lequel la plume de l'auteur revient toujours avec insistance, et avec une insistance assurément comme en toute description de cette espèce. Elle avait toujours les yeux les plus jolis du monde, l'air le plus pathétique et le plus touchant. Il semble que l'insistance de l'auteur à mettre toujours ses sujets sous une rubrique aussi stéréotypée pose en elle-même un problème. Il est certain que l'image dont il s'agit, il semble que tout ce qui lui arrive soit incapable d'en altérer, même à l'usure, l'aspect privilégié. Il y a plus dans Sade, qui est en effet quelqu'un d'une autre nature, que dans tous ceux qui nous proposent ces amusettes. Dans Sade, nous voyons se profiler à l'horizon l'idée d'un supplice éternel. Je reviendrai sur ce point, et à l'occasion vous en lirai les passages. Étrange incohérence pourtant chez cet auteur, qui soutient que rien de lui-même ne devant subsister, il désira que rien ne reste accessible aux hommes de la place de sa tombe, que doivent recouvrir les fourrés. N'est-ce pas dire qu'ici, dans le fantasme, il fait le contenu de ce plus proche de lui-même que nous appelons le prochain, ou encore ce Metipsimus. Ici, vous le voyez, c'est sur cette indication de détail que je finirai aujourd'hui mon discours. Par quelles attaches profondes un certain rapport à l'autre, qu'on appelle sadique, nous montre sa parenté véritable avec la psychologie de l'obsessionnel, dont toutes les défenses sont faites sous l'aspect et sous la forme d'une sorte d'armature de ferraille, de monture
et de corsets dans lesquels il s'arrête et s'enferre pour s'empêcher d'accéder à ce que Freud appelle quelque part une horreur à lui-même inconnue.